On va démarrer, je le disais il y a quelques instants en préambule. Ça reprend un petit peu partout en Amérique du Sud et ça a repris notamment en Colombie. Et une fois encore, malheureusement, on pourrait hein, parler de football, parce que vous verrez peut-être que dans les Golas Solo, il y aura un petit peu de Colombie, mais malheureusement, une fois encore, la principale information de la semaine, elle s'est pas forcément passée sur le rectangle vert, mais en dehors, on va une fois de plus parler d'un scandale ou un petit peu de choses qui font vraiment honte pour le coup. Je le disais, le championnat a repris. J'espère que vous avez lu le guide concocté par Pierre sur Lucarno Posé. Sinon, je vous invite à le relire. Mais voilà. Et quelques jours, tout semblait bien. Hein. Franchement, tout semblait pas trop mal pour bien partir. Et quelques jours avant la reprise de la saison, la Di Mayor avait posté un très très beau clip justement pour montrer ce que c'était que le football en Colombie en termes de passion dans les tribunes. Eh bien, vous savez quoi? Ce clip, je vous propose de le regarder. Je vous laisse le découvrir si vous ne l'avez pas vu et on va parler de ce qui s'est passé ensuite après. Voilà, très très beau clip. On embrasse bien évidemment tous les dirigeants de la Ligue française, hein, parce que on imagine le compte de la LFP nous faire un tel clip avec des fumigènes et tout ce qui va avec. Bon voilà, très beau clip qui aussi hein, permet de montrer ce qu'est le football en Amérique du Sud. On dirait de la troisième division allemande, c'est possible aussi. Mais bon, bref, tout ça pour dire que voilà, ça c'était par rapport à la passion, l'envie de retrouver les stades, l'envie de célébrer et de se faire plaisir. Sauf que première journée de championnat ce week-end, Millonarios se déplaçait à Santa Marta pour affronter l'Union Magdalena et il s'est passé ceci, le bus, vous le voyez peut-être sur les images, le bus des joueurs de Millonarios a été sauvagement attaqué. C'est la première horreur de l'année hein, vécue au pays, pardon. Le bus a été voilà, attaqué bien avant d'entrer dans le stade. Je n'ai pas trop exactement l'emplacement où il a été attaqué. Bref, tout ça pour dire que les photos sont assez impressionnantes. Vous voyez peut-être un petit peu la vitre cassée. Je peux vous montrer aussi le type de projectiles qu'ils ont reçu dans le bus. Ça vous donne une idée de la taille des trucs qui se sont pris sur la tête. Donc voilà, on avait eu l'année dernière les affrontements entre les Barras qui avait menacé, qui avait même arrêté certains matchs. On se souvient du fameux Atlético Nacional contre Junior. Là, c'est carrément le bus qui est pris à partie par on ne sait pas qui, hein, des supporters. Il y a eu donc cela et il y a eu des conséquences puisqu'il y a eu des blessés au sein de Millonarios, à commencer par le gardien remplaçant Ivan Arboleda qui a été ensuite évacué et emmené à l'hôpital. Jader Valencia qui est aussi remplaçant a été touché et un membre de la délégation, Oscar Cortés. Trois personnes du club qui ont été blessées à la suite de ces jets, de cette agression, hein, tout simplement. Les premiers éléments que l'on a depuis, histoire de se rassurer un petit peu, c'est que ça va, ils ne sont pas dans un... Enfin, voilà, leur état de santé n'est pas grave, ils sont blessés, ça c'est clair. Il y a des examens qui ont été menés parce qu'il y a aussi des bris de verre hein, qui ont volé un petit peu par rapport à des bouts de verre qu'ils auraient pu prendre dans les yeux, etc. etc. Ivan Arboleda, que vous voyez allongé ici, a été coupé à plusieurs endroits hein, sur son corps, concrètement, mais apparemment ça va. Pas de blessure grave, on va dire. Hein. Apparemment, ça va. Je ne sais pas si on peut dire ça va, mais pas de blessure grave. Le problème, et je parlais de honte, je parlais donc des débordements que l'on a régulièrement en Colombie. Le problème, c'est ce qu'il va se passer, ce qu'il s'est passé après. Alors évidemment, ouais, scandaleux, le mot est faible, on est d'accord. Évidemment, Millonarios a publié un communiqué, justement, dans lequel ils expliquent hein, qu'ils sont les blessés, les touchés. Ils parlent d'Arboleda, ils parlent d'Oscar Cortés et de Jader Valencia. Ils parlent de tout cela, ils expliquent à quel point, voilà, c'est absolument scandaleux.
La Mayor, quant à elle, a également publié un communiqué officiel dans lequel elle a annoncé que la partie allait être que le match ne se jouerait pas, hein, forcément, forcément, on a envie de dire, mais vous allez voir pourquoi je précise, je mets un petit point sur le forcément. Donc la Mayor a publié très rapidement un communiqué pour expliquer que le match ne serait pas joué, mais justement, si je parle de honte aussi, c'est par rapport à la réaction d'Union Magdalena, le club qui accueillait, et de ses dirigeants. Union Magdalena a publié 2 tweets à la suite de ces débordements que vous voyez ici. Si vous êtes sur YouTube, si vous écoutez le podcast, ne vous inquiétez pas, je vais vous dire ce qu'il y a dedans concrètement. Dans le premier tweet, elle se décharge totalement de toute responsabilité en expliquant, et c'est un peu le départ de ce tweet, que l'incident a eu lieu très très loin du stade, donc en gros très très loin de leur lieu, de leur juridiction presque, j'ai envie de dire. Donc c'est arrivé très très loin et que pendant ce temps-là, les supporters et les dirigeants du club, eux, ils étaient tranquillement au Sierra Nevada, qui est le nom du stade, en train d'attendre le match. Et donc voilà, c'est un petit peu terrible. Ils expliquent aussi que l'institution, donc le club, garantit que le spectacle aura lieu avec toutes les mesures de sécurité et que donc ils rejettent ces actes-là, mais ils rajoutent, ils remettent une couche derrière pour expliquer que ça a eu lieu loin de leur stade. Vous devinez tout de suite pourquoi. Vous vous souvenez peut-être des histoires de River Boca, de la finale de Libertadores en 2018, avec cette notion de savoir à partir de quel moment on entre dans le périmètre du stade et donc on envoie des responsabilités. C'est-à-dire, si c'est dans le périmètre du stade, la responsabilité, elle est pour l'organisateur, pour le club qui reçoit. C'était tout l'élément de River Boca, par exemple. Donc voilà, là, vous voyez les 2 tweets qui ont été publiés. Vous notez un point de détail qui est quand même assez important, c'est qu'il n'y a absolument rien concernant les joueurs blessés, aucune notion de solidarité, d'empathie, de quoi que ce soit, rien. 2 tweets, juste pour dire, c'est pas notre faute. Voilà, nous on attendait Pénard au stade, ce qui s'est passé, c'est pas nous. Voilà. Et c'est pas notre responsabilité. Bref, ce qui est encore plus terrible dans l'histoire, c'est que selon un média colombien qui s'appelle Football Red, le président d'Union Magdalena, Alberto Garzón, a tenté de faire pression sur son collègue Enrique Camacho et d'autres dirigeants de Millonarios pour que le match ait lieu comme prévu. Voilà. Donc tout cela, c'est toujours la même histoire. Vous voyez à quel point on est un petit peu dans la honte. Bonsoir à Pierre, la Colombie est injouable dans la catégorie je ne sais pas vendre mon championnat et je fais n'importe quoi. Je ne sais pas en fait, parce qu'il communique bien. La Mayor, franchement, il y a eu des choses. On a passé le clip tout à l'heure, à l'instant, là-dessus, qui est plutôt intéressant, qui est plutôt sympathique, qui est plutôt sympa. Il y a des choses qui sont bien faites, mais voilà, là, on est face à l'irresponsabilité totale de dirigeants. Tout le monde va essayer de s'en laver les mains. On se souvient des débordements de l'année dernière. Il n'y a jamais de décision, et c'est toujours la même chose que l'on dit. C'est terrible. On est reparti comme avant. Rien qui change. Aucune décision n'est prise. Ce que l'on sait donc, c'est que la Mayor va reprogrammer le match. On ne sait pas trop quand, parce qu'il y a des problèmes de lieu pour recevoir, il y a des problèmes de délocaliser, de regarder aussi, parce qu'il y a une histoire de concert de Shakira, je crois, qui met un peu le bazar dans la disponibilité des stades. Enfin bon, bref. Mais il est aussi possible, en fonction des responsabilités, que le match ne se rejoue pas et qu'il y ait des sanctions contre Union Magdalena. L'affaire sera à suivre. On verra. On sait que jusqu'ici, à chaque fois qu'il y a des débordements, je dis à chaque fois affaire à suivre et il ne se passe rien. On verra s'il ne se passe rien cette fois-ci. Mais bon, ça redémarre très fort. Union Magdalena, j'ai entendu parler 2 fois d'eux. Les 2 fois, c'était pas pour de bonnes raisons, nous dit César. Ouais, c'est un peu ça. Après, c'est la tradition, hein. C'est un peu la tradition à l'Union Magdalena. Regardons le proprio et c'est bon, on a compris. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur Union Magdalena et historiquement parlant aussi. Le fait est que voilà, ça démarre très très fort. L'Union Magdalena donne presque l'impression de n'en avoir rien à faire, totalement. Et la seule chose qui lui importe, c'est de ne pas être jugé responsable de ce qui s'est passé pour pas prendre de sanctions, que ça soit économique ou en termes de points ou en termes de huis clos, de stade interdit et de choses comme ça. La seule chose qui lui importe, c'est cela. Voilà, tout simplement. On suivra l'affaire. On ne sait pas s'il y aura des lendemains, des conséquences, des vraies conséquences. Je vous rappelle que régulièrement dans Lucarne américaine,
On parle des problèmes qui viennent toucher le football colombien. On parle des problèmes de débordement en tribune, hors des terrains. On se souvient de plusieurs actes extrêmement violents entre supporters, supporters-joueurs. Là, on est à nouveau sur du supporter-joueur. On se rappelle aussi qu'à très souvent, hein, c'est terrible à dire, mais rappelez-vous aussi que ça ne concerne pas que les clubs. À la Copa América, c'était aussi le problème. Dans les tribunes, le fameux Colombie-Uruguay, il y a eu des problèmes avec les supporters colombiens. Donc voilà, il y a un ménage qui devrait être fait, qui n'est toujours pas fait. Et vous voyez que 2025, nouvelle année, nouveau tournoi, on redémarre exactement sur les mêmes bases et on repense malheureusement à ce joli petit clip de la Dimayor qui, là, a pris un coup de vieux direct, en fait, concrètement. Voilà, c'était la première news. C'est la seule qui va pas être sympa, mais il faudrait faire un suivi de ces affaires. Ouais, et ben écoute, le suivi de ces affaires, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'après. Il n'y a rien, il n'y a rien. C'est désolé, Red. Il n'y a rien. Ça disparaît, ça finit par disparaître. Il y a des premières sanctions qui sont prises dans un sens, et puis on oublie, les mois passent et on finit par oublier. J'avais effectivement parlé des bus brûlés au Brésil. Il n'y a pas eu de conséquences, si tu vois ce que je veux dire. Il n'y a jamais de conséquences, il n'y a pas de sanctions, personne n'est responsable en fait. C'est toujours la faute à pas de chance. Et c'est aussi ce qui est terrible avec la faute à pas de chance, vous voyez ce que je veux dire. C'est la faute de personne en fait. Voilà, personne n'est responsable, personne n'assume de responsabilité. Et donc à partir du moment où il n'y a aucune responsabilité qui est faite, il n'y a pas de suivi parce qu'il ne se passe rien. Et puis jusqu'au prochain débordement. Et ce qui est terrible à dire, c'est que là, on va attendre le prochain débordement. Et on va encore faire une news et on dira, voilà. Ça a encore parti en sucette en Colombie. Et effectivement, voilà. L'América a pris cher avec un huis clos, mais si c'est à l'extérieur du stade, il ne se passe rien. Voilà. Mais oui, mais si le problème, c'est que si le club porte plainte, le problème, c'est exactement ce que vient de dire Pierre dans le chat. Et c'est exactement et c'est pour ça que je laisse le tweet aussi. C'est en ça qu'il est important, le tweet d'Union Magdalena, c'est de bien dire. Et il le précise vraiment loin du stade. Donc vraiment, tout ce qui est loin du stade, on s'en fiche. C'est pas nous, c'est personne. Personne n'est responsable. Donc voilà. Et pour être plus sérieux, que peut proposer la Dimayor pour tenter d'empêcher ces fauteurs de troubles? C'est une très bonne question, Nostromo. En fait, je pense que si tu veux... en fait, c'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué, ces histoires-là. C'est toujours j'en reviens toujours à ce terme-là, hein, responsabilité. Ça va être de la responsabilité de qui? Je pense que l'un des moyens qu'il y ait de véritables conséquences serait qu'on rende responsable le club qui reçoit de l'accueil des supporters adverses et des joueurs adverses. Là, on ne parle même pas des supporters, on parle des joueurs. Donc que le club qui reçoit soit responsable de la sécurité des joueurs adverses, de leur arrivée à l'aéroport où vous voulez, jusqu'au stade. Et là, je pense que ça changerait un petit peu les choses. Il faut que la politique s'en mêle. Le politique s'en était entre guillemets mêlé sur Atlético Nacional Junior. On en a vu les conséquences. Il ne s'est pas passé grand-chose depuis. Il y a eu d'autres débordements derrière. Donc voilà, effectivement, comme le dit Pierre, dans le stade, il y a moyen, c'est que tu instaures des huis clos. L'América a pris des huis clos. Mais en dehors du stade, pour l'instant, c'est de la responsabilité de personne. Je rappelle, par exemple, que on va sortir de la Colombie, mais le River Boca de 2018, il n'y a eu aucune sanction. Aucune responsabilité, que ça soit... tu vois, ça aurait pu être la responsabilité de River. River s'en était sorti parce que c'était loin du stade aussi. Je pense que si tu veux que ces choses-là s'arrêtent, il faut que tu rendes responsable le club qui accueille, justement, de l'accueil, de l'arrivée de l'adversaire dans la ville jusqu'au stade. Et là, peut-être que ça bougera un petit peu. On en est très très loin, mais vous voyez que voilà, ça redémarre très très fort. Malheureusement, en Colombie, pendant ce temps-là, ça joue sur le terrain. Si vous voulez savoir, Falcao va rester finalement à Millonarios. Si j'ai bien lu les dernières news, il était annoncé au Gimnasia à un moment, il y avait des propositions en Argentine, mais il va probablement rester. Donc on parlera à nouveau de football et je vous l'annonce, il y aura du football colombien dans les Golazo Hello. Il y aura un but venu de Colombie. Donc voilà, on peut se faire plaisir quand même sur le terrain, mais il faut quand même pas oublier. Donc ce qui se passe en dehors, on va passer à la deuxième news. Là, les deux prochaines news vont être beaucoup plus sympas, beaucoup plus légères et tranquilles. On va pas non plus faire des news qui nous dépriment chaque semaine. On va pas non plus passer notre temps à faire déprimer les gens sur le football sud-américain, hein, parce que c'est pas non plus l'idée, et parce que c'est pas non plus totalement déprimant chaque semaine non plus. Hein, on va pas
Voilà, enfin, c'est toujours pareil, hein, tu peux avoir 2 visions du football, dans quelle que soit la région du monde. Soit tu passes ta vie à regarder, le négatif, soit aussi tu, appuies un petit peu sur le positif et tu peux même l'étendre à autre chose que le football. Bref, plus sympa donc, on va parler d'une annonce qui a été faite la semaine dernière en Équateur et on va parler de droits télé, faite par, Equavisa parce que, le groupe Equavision, qui possède Equavisa, a annoncé qu'il diffusera des rencontres de la prochaine saison, de la saison 2025 de Liga Pro, la première division équatorienne, qui débute, qui reprend le 14 février. Cela veut dire quoi concrètement? Vous pouvez me dire, ouais, bon, super, encore un groupe qui acquiert les droits télé. Non, c'est pas anodin, parce que ça veut dire que les supporters de n'importe quel club dans tout le pays pourront suivre les matchs du tournoi professionnel, donc de l'élite équatorienne, de la première division, gratuitement sur les plateformes du groupe, à savoir Equavisa ou une plateforme qui s'appelle Equavisa Play. Bref, on parle de 2 matchs par journée qui vont être diffusés par la plateforme, ce qui veut dire que en Équateur, vous avez, si vous êtes fan de foot et que vous êtes équatorien, que vous voulez regarder votre première division, chaque week-end, vous avez 2 matchs gratuits. Forcément, vous n'aurez pas forcément les meilleures affiches, mais à une époque où on parle beaucoup de visibilité des championnats, et notamment le nôtre, par exemple, la Ligue 1, voilà, vous avez 2 matchs qui sont diffusés sur ce qu'on appelle la télé ouverte, mais c'est la télé publique, hein, la télé gratuite, concrètement, la TNT presque chez nous, on pourrait dire, pour regarder ces matchs-là. Alors, c'est pas une exception, parce que je vous rappelle quand même que l'Argentine le faisait, hein, jusqu'à encore l'année dernière, parce que TV Publica passait 2 matchs par semaine. Ce n'est plus le cas, parce que le contrat de sous-traitance, de sous-licence entre l'AFA et l'un des diffuseurs, qui est ESPN, a été rompu par la Fédération argentine. Mais il est toujours possible, quand même, pour ceux qui ont le câble, de regarder 2 matchs gratuits sur la plateforme, sur la chaîne gratuite d'ESPN, chaque semaine en Argentine. Donc il y a quand même encore de la première division gratuite en Argentine à la télé. Bon, c'est pareil, on va pas se mentir, ce ne sont pas les meilleurs matchs, hein, qui sont diffusés, mais tout ça pour dire que ça reste quand même, ça laisse la possibilité de regarder du football gratuitement à la télé. Et c'est important, ça a son sens. Et surtout, j'en profite parce que cette nouvelle sur l'Équateur, qui donc est en train de revient vers la télé gratuite, je termine ma parenthèse argentine. Le contrat a été rompu par l'AFA. Il se dit qu'il y a un projet de la fédération argentine. Oui, mais alors à Football Paratodos, c'était autre chose, Red le Rouge. Et puis là, alors me lance pas sur Football Paratodos parce que Football Paratodos, ok, sur le principe, c'était bien. Dans les faits, c'était du détournement d'argent public. Donc bon, on va. Voilà, je me suis un peu pris la tête avec Raquel Garrido sur Twitter à l'époque, on va pas remettre ça ici. Mais voilà, sur le principe, c'était très bien. Dans les faits, c'était du détournement d'argent public pour aller alimenter alimenter des systèmes corrompus. Donc voilà. Mais pour le public, oui, c'était bien, tous les matchs étaient gratuits. Bref, il fallait se taper toutes les pubs gouvernementales à la mi-temps et avant les matchs, mais au moins, on avait du football gratuit. Alors, si je disais que je vais terminer ma parenthèse argentine, si le contrat a été rompu entre l'AFA et la télé publique, c'est justement parce que l'AFA et Chiqui Tapia donc est en conflit, hein, avec Javier Milei et donc le gouvernement et donc la télé publique argentine. C'est pour ça. Il reste des matchs gratuits, mais ils ne sont plus sur la télé publique, c'est un petit peu l'idée. Et il se murmure, il se dit même que la fédération argentine, et ça va faire un petit peu écho à ce que vous entendez par exemple en Ligue 1, avec la LFP, que la fédération argentine envisage d'avoir sa propre plateforme de diffusion des matchs, et que ça commencerait à essayer d'aller vers cela. Reste à savoir si elle serait gratuite ou pas, mais elle veut vraisemblablement avoir une propre plateforme dans ce sens-là, dédiée à son football, rien qu'à elle. On verra. Le fait est que c'est ce qu'il faut retenir, que ce soit en Équateur ou en Argentine, par exemple, les matchs sont disponibles. 2 matchs par semaine sont disponibles gratuitement. Et ça me permet donc de parler, puisque je parle de football gratuit, de football d'élite gratuit. Ça sera aussi le cas au Brésil cette année pour le championnat brésilien. Alors, je vais essayer de vous expliquer très brièvement, parce que il y a eu des choses qui se sont passées l'année dernière, et il faut prendre en compte 2 éléments sur les droits télé brésiliens. Je ne vais pas entrer dans le détail des droits télé, leur montant et tout. Je parlerai un petit peu de droits télé dans le dossier, mais
ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Brésil, les clubs se sont, on va dire, un petit peu divisés en 2 associations. On va parler d'associations de clubs. Vous avez d'un côté ce que l'on appelle la LFU, pour Liga Forte União do Futebol Brasileirão, super pour l'accent, on dirait du Pierre. Bref, la LFU qui regroupe, vous le voyez, Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport et Vasco. Là, ce ne sont que les clubs de première division 1, parce qu'il y a aussi des clubs de série B qui sont là-dedans. Je suis désolé, Pierre. Donc, je vais vous donner que les clubs de série A qui sont dans ces associations-là. Donc, vous avez d'un côté la LFU, et de l'autre côté, vous avez la Libra. La Libra qui, elle, concerne et regroupe surtout, c'est pour Liga do Futebol Brasileirão, Libra, qui regroupe donc Flamengo, Palmeiras, Sao Paulo, Grêmio, Santos, Atlético Mineiro, Bahia et Vitória. Je crois que j'ai dit Sao Paulo, j'ai peut-être dit Sao Paulo. Et vous voyez, et Red Bull Bragantino. Bref, tout ça pour dire que vous avez 2 associations de clubs. Et ce qu'il s'est passé au Brésil, c'est que ces 2 associations, ces 2 associations se sont mis à négocier chacune de leur côté leur contrat de diffusion avec différents opérateurs. Il en ressort que de cela, que la Libra, elle, a fini par trouver un accord, avec Globo. Donc tous les matchs de la Libra seront diffusés par Globo, que ce soit sur les réseaux gratuits de la Globo ou sur les réseaux payants du groupe Globo. De son côté, elle, la LFU, a divisé son offre. Elle a fait des packs, elle a fait plusieurs packs où en fait, elle n'a pas vendu l'ensemble des matchs des équipes de l'association, mais genre 2 matchs par week-end à l'un, 2 matchs par week-end à l'autre, etc., etc. Et elle l'a réparti entre Record, qui est une chaîne gratuite, qui est une chaîne de la télé brésilienne, et qui retrouve du coup le droit de diffusion du Brasileirão. Je crois que ça fait plus de 20 ans qu'il ne l'avait, ça fait 20 ans qu'il ne l'avait plus. Et Prime et Caz TV. Caz TV, vous en avez forcément entendu parler parce qu'il y a eu le fameux scandale avec la diffusion de la Ligue 1 sur YouTube, parce que Caz TV est une chaîne qui est présente sur YouTube. Cela veut dire quoi concrètement? Que les clubs de la LFU vont être en grande partie visibles de manière gratuite. Alors on ne sait pas trop comment ça va fonctionner à l'international, comment ça va répartir. Je rappelle que si vous êtes en France et que vous voulez suivre le championnat brésilien, il n'y a qu'une solution pour l'instant, c'est un VPN plus Fanatiz. Est-ce que ça fonctionnera avec un VPN pour regarder Caz TV, Record, etc. Probablement. Mais tout ça pour dire que il va y avoir énormément de matchs gratuits chaque semaine du championnat brésilien, qui est, et je le rappelle, et j'en parlerai tout à l'heure dans l'économie du football sud-américain, le grand championnat en termes de puissance économique et puissance donc forcément des clubs d'Amérique du Sud. C'est un petit peu, si vous voulez, la première ligue de la CONMEBOL, le Brésil. Donc concrètement, il y aura plein de matchs gratuits. Et en gros, pour essayer de vous expliquer concrètement ce que ça veut dire, ce genre d'accord, ce genre de discrimination entre LFU et Libra, ça veut dire que, par exemple, quand vous aurez un Flamengo-Corinthians, Flamengo de la Libra, Corinthians de la LFU, ce match-là sera diffusé sur les chaînes gratuites ou payantes de la Globo. Par contre, le retour, Corinthians-Flamengo, donc le club de la LFU qui accueille celui de la Libra, lui, sera soit sur Record, soit sur Amazon, parce qu'il y a Amazon aussi qui a récupéré des droits avec Prime, soit sur YouTube avec Caz TV. Voilà, ou quelque autre partenaire que la LFU viendrait à signer. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que ça va être un peu un casse-tête, va falloir jongler entre les différents canaux, mais qu'il y a plusieurs canaux gratuits pour suivre le football brésilien en 2025 quand on est brésilien. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que oui, il est encore largement possible de diffuser ces matchs de première division de manière gratuite en 2025. Voilà, je rappelle que puisqu'on est dans lucarne américaine, la MLS tout au nord. La MLS passe par Apple, passe par Apple TV, et le MLS Season Pass. Vous pouvez souscrire le MLS Season Pass, mais si vous ne le faites pas, pendant la phase régulière de la MLS et pendant les débuts des playoffs, vous avez des matchs gratuits tous les week-ends. Voilà,
Tout ça pour dire que, et j'insiste là-dessus, contrairement à ce qu'on veut bien nous dire, et les modèles économiques ne sont pas en danger. J'ai déjà parlé du modèle économique de la MLS. Je pourrais parler, on va parler un petit peu de la puissance économique du Brésil qui n'est plus à démontrer. Et d'ailleurs, sachez qu'en morcelant ces droits télé, en les vendant à différentes plateformes, ils ont de meilleurs droits télé. J'ai pas le détail sous les yeux, j'ai plus en tête le montant global que cela représente, mais pour dire les choses un petit peu, un petit peu comme ça, ils se mettent bien, les clubs brésiliens. Donc tout ça pour dire que voilà, c'est possible d'avoir des modèles où dedans, dans l'offre, il y a du football gratuit. Alors évidemment, pas forcément tous les matchs gratuits, mais il y a des matchs gratuits. Et chaque semaine, chaque week-end, au Brésil, en Argentine, en Équateur, en MLS et dans bien d'autres championnats. J'en profite pour saluer le retour qui vient d'arriver dans le chat. Et on va passer sur la troisième nouvelle de la semaine. Pareil, plutôt légère et plutôt sympa en fait. On parlait de foot gratuit, on parlait justement de public, d'accueil du public. Eh bien, on va parler de stade, on va parler d'Independiente, le club argentin, le club d'Avellaneda, puisque le site d'Oblé Amaria a révélé que le club était sur le point de mettre en place, de rénover son stade, son Libertadores de América. Selon donc ce site, ils attendent l'aval d'un trust pour financer justement ces travaux. Ce trust s'appelle Azura Partners. Cette histoire doit passer devant l'assemblée du club pour procéder donc à la rénovation de leur stade pour un coût de 0, tout simplement. Alors voilà le stade et voici entre guillemets un petit peu les projets qui sont derrière ce Libertadores de América. L'idée pour les travaux, c'est que, alors, assez important et assez intéressant dans le principe, parce que forcément, ils ne vont pas changer de place. Ça, en Argentine, c'est totalement exclu pour 99% des clubs. On se souvient, par exemple, des projets de nouveaux stades de Boca, avec certains qui projetaient de quitter le quartier de la Boca et de quitter l'emplacement actuel de la Bombonera. À chaque fois, c'était le carnage absolu dans les réactions. Et c'est pour ça aussi, pour l'instant, que ça retarde un petit peu, parce qu'il faut gérer, mais on en a déjà beaucoup parlé, de comment rénover la Bombonera avec le quartier à côté. Si vous y êtes jamais allé, vous comprendrez un jour en y allant peut-être, mais c'est que ça déborde un petit peu sur la rue, et il y a des maisons, et on ne peut pas agrandir la Bombonera sans toucher les maisons du quartier, et les maisons du quartier appartiennent à des gens. Voilà, concrètement. Et puis, il y a des accords à passer avec le gouvernement local, enfin, etc., etc. Bref, parenthèse fermée, on est sur Independiente, on est sur le Libertadores de América. L'idée, pas de changement d'emplacement, augmentation de la capacité du stade de 16 000 places par l'ajout d'un étage supplémentaire, tout simplement. Et surtout, la couverture entière de l'ensemble des tribunes, parce que pour l'instant, il n'est pas du tout couvert, hein, enfin, il n'est pas couvert, le Libertadores de América. Et voilà, il prévoit en outre dedans d'installer un restaurant, d'installer un musée du club. Et donc vous allez me dire, bah voilà, ça a un coût. Comment est-ce qu'un club argentin peut financer ça? Et surtout qu'on va en parler tout à l'heure de l'économie, vous allez voir qu'elle est précaire partout en Amérique du Sud. Comment ils peuvent financer ça? C'est avec ce fameux trust qui s'appelle Azura Partners. Et en fait, concrètement, c'est ce groupe-là, ce fonds-là, qui va investir dans ces travaux-là et va récupérer en contrepartie l'exploitation commerciale de l'ensemble des nouveaux espaces générés par ces travaux. Donc concrètement, ça veut dire que les 16 000 places supplémentaires n'appartiennent pas, entre guillemets, ou ne rapportent pas à Independiente, mais rapporteront à Azura Partners, que le restaurant rapportera à Azura Partners, que le musée rapportera à Azura Partners. Alors, je le disais, on parle des 15 000 places, on parle aussi de nouveaux parkings, de loges flambant neuves, etc., etc. Donc l'ensemble de ces nouveautés sera, choisissez le temps que vous voulez, exploité commercialement parlant uniquement par Azura Partners. C'est cela qui doit être validé. Normalement, l'exploitation est à 100% pendant 10 ans. Ça, c'est ce que nous explique Doblé Amaria. Et dans les projets, ensuite, il y aura pendant 10 ans, le club ne gagne... Je vais revenir sur ton message, Red Rouge. Je termine ma chose. Pendant 10 ans, l'exploitation de ces nouvelles extensions, on va dire, on va les appeler ces nouvelles extensions, est entièrement pour Azura Partners. Et ensuite, la question, c'est de savoir, il y a deux options, soit 50% pour l'un et pour l'autre pendant 5 ans, soit on repart sur une autre décennie avec 30% seulement pour Azura Partners. Le club ne gagnera rien, oui et non. Le club ne gagnera rien sur les nouveautés.
Donc oui, effectivement, il y a de l'argent à perdre avec les loges rénovées. Si c'est concerne la rénovation des loges, voilà, c'est de l'argent qui part. Les 16 000 places, c'est de l'argent qui part, le restaurant, le musée, mais le club garde son stade et garde la billetterie sur les autres places du stade. Voilà. Bon, c'est des espèces de compromis et c'est aussi des compromis que tu es obligé de faire quand tu n'as pas le choix, concrètement, hein, quand tu n'as absolument pas, d'autre choix, pour essayer de moderniser tes stades. Ce que l'on sait, ce que Doblé Maria nous explique aussi, c'est que, les travaux commenceraient cette année, hein, commenceraient en mars-avril si l'assemblée valide le projet, hem et s'étendraient sur une période de 18 mois. Ils seraient menés par la même entreprise, BMA et Studio, qui s'est occupée de la transformation complète et de la rénovation complète, du Monumental. Voilà, concrètement, ça serait eux qui se chargeraient de ces travaux-là et on voit à quel point ça a fonctionné du côté du Monumental et c'est vraiment on est dans un processus quand même, mine de rien, de rénovation globale des grands stades, pour la plupart des équipes. Je parle de Boca qui cherche quand même toujours son projet, mais ça reste quand même une volonté. On sait que ça fait un peu serpent de mer, mais ça reste une volonté qui est accélérée encore plus maintenant que l'on voit le Monumental. Independiente va donc s'y mettre. D'autres clubs s'y ont mis ou ont changé de stade de manière assez récente, hein. On pense à Estudiantes par exemple. Mais il y a aussi d'autres clubs qui ont déjà commencé des travaux au sein de leur tribune et aussi vont démarrer de nouveaux travaux de modernisation de ce qui s'appelle la Visera, hein. Ça, je parle pour Newell's, dont vous voyez l'image actuellement. Donc on a ce processus général. Ils ont commencé à moderniser et là, leur idée, c'est de construire 22 loges supplémentaires, notamment une aire d'hospitalité, etc., etc. Bref, et des loges qui sont très particulières parce que, vous le voyez sur le dessin, donc ce sont des loges ils ont prévu de construire 22 loges VIP dans cette tribune-là, hein, la Visera. Et en fait, c'est la zone dans laquelle il y a les caméras de télé, par exemple. Et en fait, concrètement, l'idée, c'est, que les gens puissent s'asseoir directement au bord du terrain, que les loges donnent directement au bord du terrain. C'est une tribune que l'on ne voit jamais, hein, à la télévision puisque les caméras, sont de ce côté-là. Tout cela, ça entre dans un processus entre guillemets de modernisation, je le disais, qui a déjà été lancé au Bielsa. Il y a des tribunes qui sont refaites, il y a une nouvelle salle de presse qui a été construite à côté, il y a un nouveau centre de formation et des nouveaux, systèmes d'accueil pour les membres, les enfants, les jeunes qui sont à l'académie, au centre de formation, pardon. Et donc voilà, il y a une nouvelle résidence pour les jeunes qui est ouverte, qui sera ouverte au centre Griffa. Donc voilà, il y a tout un mécanisme de modernisation dans beaucoup de stades argentins. Reste à trouver les finances. Certains clubs arrivent à les financer eux-mêmes. Tous n'en sont pas capables et parfois ils arrivent à trouver des leviers comme Independiente. Et finalement, bah, c'est aussi, on en revenait tout à l'heure, vous voyez que tout est un petit peu lié. On parlait des droits télé, c'est aussi, le fameux producto argentin, qu'on l'on essaye maintenant, enfin, au sein de certains clubs, en tout cas de beaucoup de clubs, de valoriser, de rendre un produit un petit peu plus, bah, justement exportable à l'étranger. Parce que c'est vrai que très souvent, et on y a droit, hein, on l'entend, hein, sur la structure des stades, les terrains et cetera, voilà, ils ne veulent plus trop l'entendre ça, donc ils essayent de se moderniser. On peut saluer, tout cela.